بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ المحاضرة الثانية المتعلقة في مناهج البحث القانوني. وسوف تتعلق هذه المحاضرة بالأسس العلمية والأكاديمية للبحث القانوني، سواء كان المتعلق في الرسائل أو طروحات الماجستير، وكذلك المقالات العلمية والأكاديمية مع البروفيسور بيير جويت، وهو أستاذ أيضا القانون الجنائي في جامعة بواتيه الفرنسية. فليتفضل. Merci, docteur Altamini. À mon tour de vous remercier pour votre présence et de remercier la faculté de droit du Koweït pour cet accueil. Donc aujourd'hui, à mon tour de vous parler pendant une petite demi-heure de choses qui ne sont pas tellement juridiques, beaucoup moins techniques, mais qui sont tout aussi importantes, à savoir la méthodologie de la recherche et donc la mise en forme des recherches que l'on peut faire en droit et donc du savoir que vous pouvez acquérir à travers vos recherches juridiques. Le propos que je vais vous dispenser, les quelques éléments que je vais vous donner aujourd'hui, sont essentiellement ceux que l'on dispense à nos étudiants de master de droit à Poitiers. Et donc c'est une méthodologie de la recherche telle qu'elle est attendue pour les étudiants français et par les enseignants-chercheurs en France. Donc quelques éléments. Je vais essayer de suivre la chronologie du travail de recherche en partant de généralité, puis ensuite de l'élaboration de votre objet de recherche, comment on mène les recherches, et puis ensuite aller sur la construction du plan, la rédaction et à la fin la bibliographie. Je ne rentrerai pas dans un détail trop complet pour la simple et bonne raison que ça ne servirait pas à grand-chose aujourd'hui. Alors, deux choses tout d'abord, c'est qu'il faut comprendre que à la faculté de droit, en France, à Poitiers en tout cas, on a deux types de mémoire. On a tantôt le mémoire de recherche fondamentale, tantôt le mémoire de recherche appliquée. Le mémoire de recherche fondamentale, comme son nom l'indique, il consiste pour les étudiants à produire une recherche fondée sur un mémoire fondé sur de la recherche approfondie en droit. À la différence de la recherche appliquée qui, elle, comme son nom l'indique, est une recherche appliquée, donc elle prend appui sur un stage dans une institution. Attention, le mémoire de recherche appliquée, ce n'est pas un rapport de stage. Je ne sais pas si vous faites la différence. Il ne s'agit pas de décrire le quotidien du stagiaire dans la structure. Il s'agit au contraire de trouver un sujet en lien avec le stage dans la structure concernée et de produire un mémoire qui est inspiré de ce qu'ils vont voir durant ce stage. Forcément, en fonction de l'un ou l'autre des deux travaux, les contraintes vont être spécifiques, parce que pour la recherche appliquée, vous aurez peut-être moins de doctrine, moins d'écrits de la doctrine, ce sera beaucoup plus inspiré de la pratique, et donc peut-être aussi parfois un peu plus descriptif. D'accord ? Là où, au contraire, le mémoire de recherche fondamentale, lui, suppose un gros travail de recherche, de lecture, et de mise en évidence de la doctrine juridique. Ce qu'il faut noter aussi au titre des généralités, c'est que le mémoire, mais comme la thèse plus tard, ce n'est pas une vérification ou une compilation des savoirs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire l'état de tous les savoirs et de les restituer, les entre guillemets, recracher tels quels dans votre écrit juridique. Il s'agit de les lire, de les digérer, c'est-à-dire d'en faire une synthèse peut-être personnelle, mais d'en dire quelque chose, vous, parce qu'ils ne doivent aucunement être restitués en l'état, et votre travail, c'est votre travail, pas celui de la doctrine que vous avez pu. Ce n'est pas un recopiage, en quelque sorte, d'accord ? En revanche, le mémoire, c'est quand même un travail qui permet de faire état des savoirs, état de l'art, faire l'état de l'art comme on dit, mais ça c'est plutôt aussi la bibliographie qui sert en quelque sorte à fixer l'état des savoirs et à renvoyer celles et ceux qui vous liront à tout ce que les uns et les autres ont pu écrire. Bien. Le mémoire c'est quoi ? Donc c'est déjà, je le disais, une réflexion personnelle, c'est une découverte d'une problématique qui peut être originale, c'est-à-dire qui va être non pas inédite, mais traitée personnellement, donc de manière inédite. C'est dans cela que la problématique va avoir quelque chose de singulier.
Sur les grandes parties du mémoire, à la française, mais c'est aussi valable pour une thèse, là encore, on trouve quoi? On trouve, alors j'imagine que c'est la même chose au Koweït, on a une introduction. Une introduction, je vais revenir un peu dessus sur la structure de l'introduction. On a un plan, d'accord, autour duquel vont s'organiser les développements qui sont juridiques, d'accord. Tout cela se termine par une conclusion. Ça, c'est une petite originalité, parce que les exercices que l'on donne à faire à nos étudiants en dehors du mémoire ne présentent jamais aucune conclusion. Et c'est la première fois de leurs études en France où nos étudiants, donc arrivés en 5e année, doivent se prêter à l'exercice de la conclusion. Donc, conclusion, à la fin, une bibliographie, des annexes, si besoin. Mais surtout, le mémoire, comme la thèse, c'est une problématique, une ou plusieurs problématiques, et c'est aussi une hypothèse, c'est-à-dire une proposition de traitement du sujet, une proposition dans la manière que vous aurez d'aborder les concepts, d'aborder les notions et d'aborder la mise en œuvre du droit. Voilà pour quelques généralités. Si je commence d'abord par le fait d'aller faire des recherches, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant et qui pourrait vous servir aux unes et aux autres si un jour vous décidez de venir en France faire un mémoire ou une recherche de thèse. Déjà, la première chose, c'est qu'étant des juristes, la première des matières sur laquelle on va se porter une fois qu'on a trouvé notre sujet, c'est la loi. La loi, puisque la loi, ce sont les normes juridiques. C'est véritablement la matière première. J'avais un professeur qui avait l'habitude de nous dire que nous étions des obsédés textuels. C'est-à-dire que véritablement, la chose qui nous anime et la seule chose sur laquelle nous devons porter notre regard premier et principalement, ce sont les normes. Et c'est aussi lié peut-être à ce que l'on considère par rapport à la manière dont on a d'appréhender les sources en droit français. C'est qu'après les normes, qui sont la matière première, on va vers la jurisprudence. D'accord ? Deuxième étape, c'est de voir la jurisprudence, s'il y en a, parce que ce n'est pas toujours le cas, et donc de voir de quelle manière le juge se saisit de ces problématiques. Ensuite, c'est la doctrine. Donc les ouvrages, les manuels, très importants. D'abord les manuels peut-être, ensuite les ouvrages, c'est-à-dire les colloques, les recherches collectives, et puis les articles dans les revues. Ça, c'est la troisième étape. Ce sont peut-être les trois grandes sources principales de la recherche juridique pour un mémoire et une thèse. Ils vont vous aider, normalement, dans l'idéal, tous ces écrits vont vous aider, toutes ces sources vont vous aider à délimiter votre sujet, à trouver de la matière pour traiter votre sujet, mais normalement, ils doivent vous aider à découvrir une problématique. C'est vos lectures et votre traitement de ces lectures, c'est-à-dire ce que vous en tirez, vous, qui doivent vous aider à faire émerger une problématique, à faire émerger les hypothèses et donc l'angle que vous voulez aborder. Ce que je voudrais vous dire aussi sur les sources de la recherche, c'est qu'il faut aller, et ça nos étudiants peut-être le font parfois un peu moins, ils oublient, ils ont tendance à oublier, c'est qu'on ne peut pas faire de recherche juridique sans aller voir les dictionnaires juridiques. Dictionnaire juridique parce que ce travail de recherche, il débute par une première étape, c'est peut-être la définition des termes de votre sujet. Peut-être que vous y êtes habitué dans vos travaux comme étudiant à la faculté au Koweït, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste nous aussi en France dans ce cas-là, c'est qu'on doit commencer tout sujet par la définition des termes. Pourquoi ? Parce que, vous savez, en tant que juriste, on est attaché aux mots, aux termes, et qu'à chaque terme correspond un régime qui lui est propre. Donc ça, commencer de la recherche en droit sans commencer par définir vos termes, c'est assez utopique, c'est peut-être même très dangereux pour la suite de votre sujet. Pardon, désolé. Désolé, Abdullah. Donc effectivement, on ne doit pas négliger les dictionnaires, je le disais. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir d'autres sources qui sont, alors, je ne sais pas, peut-être que mes collègues me contrediront là, mais qui sont un peu plus secondaires. Ce sont les rapports
que vous pouvez trouver sur les sites des institutions publiques, voire pas privées d'ailleurs, des rapports, des avis, typiquement les rapports que peuvent rendre les commissions des lois, Assemblée nationale, Sénat, ou même d'autres institutions. Bon, là, ça dépend des sujets sur lesquels vous allez faire porter vos recherches. Mais ça, ce sont des sources qu'on peut regarder aussi de manière secondaire. En revanche, d'autres sources sont peut-être proscrites, interdites donc. Ce sont les blogs. Alors, je ne sais pas si au Koweït, vous avez beaucoup de blogs, mais les blogs sont souvent peu recommandés, sauf les quelques blogs d'universitaires, c'est-à-dire des universitaires qui parfois tiennent des blogs assez sérieux, avec des écrits aussi qui sont le fruit de leur travail de recherche, mais sinon, il y avait des sites comme ça qui sont très peu recommandés. Donc, on voit ça surtout dans l'exercice du mémoire et peu dans l'exercice de la thèse. Bon, ceci étant dit, une fois vos sources emmagasinées, l'idée c'est de produire un plan. L'idée c'est de produire un plan et c'est peut-être là une des premières étapes les plus difficiles de produire ce plan, c'est-à-dire que il faut, à travers des sources qui sont parfois, qui abordent des termes un peu divers, parfois qui n'ont rien en commun, et bien trouver un fil directeur. Il faut trouver on va appeler ce que j'appelle des questions transversales qui sont communes à toutes les thématiques qu'aborde votre sujet de recherche. Et c'est de là, normalement, que doit naître le plan. Si je me permets d'intervenir. في هذه النقطة الآن البروفيسور جويد تكلم عن التأسيس الهيكلي للبحث القانوني ورسالة الماجستير ومن ضمنها المقالات العلمية. باعتباركم من ضمن طلبة الماجستير وسواء الماجستير القانون العام أو الجزاء كذلك طلبة الخاص، فإن هذه الرسالة في النهاية راح تخضع إلى التحكيم من قبل محكم. لذلك أنا أعتقد بعض هذه النقاط لو تركزون عليها من شأنها أنها تساعدكم في تجاوز هذه المرحلة اللي قد تكون يمكن من أصعب المراحل، اللي هي مرحلة المحكم إذا أجازها المشرف، خاصة هيكلية البحث المتعلقة في خطة البحث والإشكالية البحث اللي راح يتكلم عنها بروفيسور. كنت j'ai juste expliqué quelques points sur l'introduction et le construction du plan. Ok, d'accord, merci beaucoup. Pendant que le docteur Al-Tadini prenait la parole, je me suis souvenu de quelque chose que je pense être intéressant à dire. C'est que souvent, l'une des questions que vous pouvez vous poser, que les étudiants se posent, c'est à partir de quand est-ce que la recherche se termine? C'est-à-dire quand est-ce qu'on doit mettre fin aux lectures, quand est-ce qu'on doit arrêter de rechercher et procéder désormais à l'écriture notamment. On a tendance à faire deux réponses. Une première qui n'est pas très satisfaisante en disant on n'a jamais terminé de rechercher, la recherche se fait jusqu'à la fin, jusqu'au point final. Et l'autre réponse qui peut sembler totalement contradictoire, c'est que finalement on a la sensation que l'on a terminé notre recherche lorsque l'on tourne en rond, c'est-à-dire lorsque les notes de la page renvoient toujours aux mêmes articles. C'est-à-dire lorsque vous lisez des articles et que l'appareil scientifique de chacun des articles, chacun des ouvrages, eh bien, recite tous les ouvrages, tous les articles que vous avez déjà lus. Là, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous avez traité, que vous avez lu l'essentiel sur le sujet. Autre étape, désormais, sur l'écrit. Alors là, je ne sais pas, non, l'écrit, ça m'a l'air c'est quelque chose qui est quand même propre à chacun, je crois. Je n'ai pas vraiment de conseils particuliers à vous donner en la matière, si ce n'est peut-être vous mettre en garde. Lorsque l'on rédige son travail de mémoire ou de thèse, vous avez évidemment le droit de citer
les auteurs, les normes, la jurisprudence, mais le travail ne doit pas être une compilation de citations. Il faut forcément que cela ne vienne qu'illustrer ce que vous dites. Ça doit venir appuyer votre propos. Autre point, il est important de reprendre à la lettre ce que vous citez. Vous ne pouvez pas dénaturer ce que vous avez lu et ce que l'auteur ou le législateur, le juge ont dit. D'accord ? Il faut vraiment reprendre à la lettre et référencer dans les notes de bas de page à un endroit très précis pour que celle ou celui qui vous lit puisse s'y rendre très facilement et retrouver ce que vous avez cité. Sur le fait de reprendre ce que l'auteur dit, ça suppose aussi une chose, c'est que vous ne devez pas dénaturer l'idée que défend l'auteur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre une phrase qui est complètement utilisée hors de son contexte. Il faut donner la phrase, citer la phrase, citer le texte dans le contexte dans lequel l'auteur l'a écrite. C'est très important, ça aussi. Il s'agit en réalité d'être fidèle et de produire une recherche qui est honnête, tout simplement. Je passe vite sur certains points. Bon, si quelques conseils purement formels, peut-être qui pourraient vous intéresser. Si vous rédigez un travail de recherche, une mémoire ou thèse en français et en France, que vous venez en France, alors on vous le redira, je pense, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez jamais de justifier votre texte. Alors je ne sais pas tellement comment expliquer justifier le texte, mais c'est-à-dire que le texte tel que vous l'écrivez doit aller du début jusqu'à la fin de la page, jusqu'à la fin de la ligne, des bordures de la ligne, d'accord ? C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir vous ne devez aller à la ligne que lorsque le logiciel vous dit d'aller à la ligne, d'accord ? Ça doit présenter quelque chose d'uniforme, un bloc. On parle en France de justifier le texte, c'est une mise en forme sur Word. Vous avez la main. Mise en page. Oui, c'est une mise en page, tout à fait. Vous devez également privilégier des typographies qui soient lisibles. Bon, ça, j'imagine que c'est valable partout. Et numéroter vos pages. Bien. Je reviens un peu sur l'introduction, parce qu'on considère que l'introduction est l'une des pièces maîtresses, un des éléments essentiels de votre travail. Normalement, l'introduction doit représenter 10% du travail total de production écrite. Ça doit être à peu près 10%. 10% du mémoire, 10% de la thèse, peut-être parfois un peu plus. Bon, il faut être assez souple, mais parce que si c'est plus, c'est que votre sujet s'y prête. Mais sinon, on dit que c'est 10%. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Koweït, mais en France, on nous dit que l'introduction, on enseigne aux étudiants que l'introduction, c'est un entonnoir. يعني المقدمة في البحث هي أقرب ما تكون كالقم، فهي تبدأ بنطاق واسع ومن ثم نذهب إلى الموضوع الأصغر والموضوع الأدق في البحث. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Donc, au Koweït, vous leur dites ça aussi à vos étudiants. Les transitions. Ok. Bon, alors je passe l'introduction parce qu'on a visiblement les mêmes exigences. Et je passe. Mais comment continue sur l'introduction? C'est intéressant. Ok, très bien. Bon. Donc, la pyramide inversée, schématiquement, c'est-à-dire que vous partez du plus large, la définition de vos termes, de votre sujet, pour progressivement aller vers l'annonce de votre plan. Mais tout ça, ça suppose des étapes au milieu, et notamment avec la définition,
des termes de votre sujet, il faut amener des éléments de problématiques qui naissent d'éléments de contexte. Donc, définition, contexte. Éléments de contexte, c'est du contexte juridique. Pourquoi, comment la définition, comment le terme, comment le concept que vous abordez dans votre sujet s'inscrit dans l'environnement juridique contemporain, comment il est né et comment il a évolué. Contexte peut-être social et historique, là, politique aussi, ça dépend de chacun. Et surtout, ces étapes-là doivent vous amener à délimiter votre sujet, c'est-à-dire à exclure des choses que vous ne verrez pas, des sujets que vous ne traiterez pas, des problématiques que vous ne traiterez pas parce qu'elles n'intéressent pas votre sujet de recherche. Tout ça, ça doit vous amener à la problématique, là où les problématiques, parce qu'un sujet présente peut-être une problématique, mais qui peut être précisée à travers plusieurs questions. Problématique qui doit arriver de manière assez naturelle, parce qu'elle doit naître des éléments de contexte, et à laquelle vous répondez grâce à un plan. La problématique, la réponse à la problématique, c'est le plan. Vous répondez à cette question en deux axes. Parce que oui, ça c'est peut-être un élément que j'ai oublié de préciser, c'est que le plan à la française suppose toujours une binarité, c'est-à-dire on y répond en deux parties. Vraiment, la thèse, le mémoire, la dissertation, c'est quelque chose qui aussi peut-être non. Je vais faire un commentaire. Ah ouais, c'est un commentaire. C'est deux parties, et cette espèce de parallélisme des formes doit vous suivre à l'intérieur de vos deux parties, c'est-à-dire deux parties, deux sous-parties, etc., etc. Il faut, autant que faire se peut, dans les parties principales, répondre à ce parallélisme. فيما يتعلق في تقسيمة خطة البحث، يعتمد الموضوع على مشرف الرسالة، باعتبار أن خطة البحث بين المدرسة الفرنسية والمدرسة الأنجلوساكسونية، والمدرسة الفرنسية دائما تجنح نحو التقسيم الثنائي، بمعنى أن يجب أن لا يخرج البحث عن التقسيم الثنائي بأي مرحلة من مراحل التقسيم، بمعنى فصلين، بعدين مطلوبين، مبحثين، فرعين، فهو ينزل إلى تقسيم الثنائي، على عكس من المدرسة الأنجلوساكسونية اللي هي بأريحية أكثر، ممكن يكون في 3-4 فصول، طبعا تبرر أو يبرر الباحث سبب لجوءها إلى أكثر من تقسيم، أكثر من ثنائي أو ثلاثي أو رباعي. فكرة قد تكون لدى المدرسة الفرنسية بأن التقسيم الثنائي هو جامع مانع ويبين قوة الباحث في تجميع أفكاره تحت تقسيم ثنائي، فنطلع أو نبدأ من فصلين، ومن الفصلين نبدأ إلى مبحثين، ومن المبحثين نذهب إلى المطلوبين. وهذا يعتمد على مشرف رسالتكم، سواء كان يتبع هذه المنهجية أو هذه المنهجية. لا توجد منهجية نقول عنها أنها هي الأصح، ولكن هي مسألة بالنهاية منهجية بحث. Oui. Non. On fait la différence entre l'école française et l'école anglo-saxonne. Alors, l'école française, elle divise le plan de mémoire ou de la thèse en deux catégories, la première partie et la deuxième partie. Alors, pour l'anglo-saxonne, elle est plus flexible. On peut partir avec le 3 ou 4e section ou 4e partie. Donc, c'est ça la flexibilité entre peut-être l'école anglo-saxonne et l'école française. Pour rebondir à ce que dit le Dr Altanimi, le plan en deux parties et le parallélisme des formes à la française, on rigole souvent de la méthode française à cet égard, mais il ne s'agit pas d'un caprice des juristes français et des universitaires, c'est véritablement que ça a des vertus dans la construction du raisonnement. D'accord, ça a véritablement un intérêt pour mettre en évidence et mettre en valeur le savoir juridique. Ça sert véritablement le propos et le fond du propos, ce plan en deux parties. Non pas que la méthode anglo-saxonne, anglo-américaine dessert le fond du droit tel qu'il est présenté dans ses écrits, mais c'est une méthode qui a été pensée et qui a des vertus pédagogiques, didactiques et intellectuelles. Je reprends sur
les développements, et surtout sur une chose que vos professeurs veulent, sur laquelle ils veulent qu'on insiste, ce sont les annonces et les transitions. Les annonces et les transitions qui sont l'une des bêtes noires des étudiants, parce que très souvent, les annonces et les transitions sont quelque chose d'assez, alors je ne sais pas la traduction, plaqué, c'est-à-dire, non. C'est quelque chose qui est souvent, comment dire, Transition. oui, les étudiants font des transitions ou des chapeaux qui sont purement descriptifs et qui n'apportent absolument rien. Je m'explique, c'est-à-dire que les transitions, comme les chapeaux, sont des parties essentielles du travail de recherche parce qu'ils permettent d'entrer dans les développements. Ils permettent de véritablement s'imprégner de ce qui va suivre. Et justement, l'idée d'une transition d'un passage d'une partie à une autre, donc peut-être d'une thématique à une autre qui, en apparence, pour celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas, n'ont aucun rapport, et bien justement les transitions et les chapeaux vont permettre ce passage naturel, fluide et intelligent d'une partie à une autre. D'où la nécessité de véritablement bien travailler ces parties, ces parties-là, que sont les chapeaux et les transitions. On a tendance à dire que pour savoir si vous avez fait une bonne thèse, c'est-à-dire que si vous êtes parti de l'introduction jusqu'à la conclusion, et que tout ça répond à un fil logique, à un fil conducteur logique, eh bien il faut lire tout ça et toutes les introductions, tous les chapeaux et toutes les transitions pour voir si tout est cohérent. Parce que normalement, la lecture de tous vos chapeaux et toutes vos transitions doit vous amener à bien décrire la thèse, le contenu de la thèse, encore de manière synthétique. On insiste aussi, dans ces parties-là, sur la nécessité de dire honnêtement ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'il faut que votre chapeau annonce en toute honnêteté ce que vous allez traiter dans le développement. Et souvent, on se rend compte, lorsqu'on lit les mémoires, que les chapeaux sont mal rédigés au sens où on nous annonce quelque chose que l'on ne retrouve pas dans les développements. Et ça veut dire que là, il y a un vrai décalage entre ce qu'on pense lire et ce qu'on va véritablement trouver. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai voulu démontrer? Ben voilà, mon chapeau consiste à dire ce que je vais démontrer, ce que j'ai démontré. Et donc, on ne doit pas avoir des chapeaux du type après avoir vu dans une première partie, nous allons démontrer dans une deuxième partie que ça, ce sont globalement des annonces ou des transitions un peu mauvaises, qui ne sont pas très heureuses en tout cas, et qu'il faut, si besoin, privilégier dans les plus petites subdivisions du travail, c'est-à-dire dans les petits A, les petits B, véritablement quand vous êtes entré dans le détail très précis de votre contenu. 15 minutes encore. Bon, la conclusion, j'arrive vers la conclusion. La conclusion, elle doit être courte, elle doit être très courte. Sur un mémoire de Master 2, on dit que la conclusion fait entre 1 et 2 pages. 1 et 2 pages, et cette conclusion, il n'est pas question que de synthétiser, il est question aussi d'ouvrir. C'est une ouverture sur la question que vous pouvez poser, qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce qu'on pourrait encore dire de ce sujet ou dans la continuité de ce sujet. C'est ça le rôle de la conclusion, et qui est donc très importante elle aussi, il ne faut pas la négliger. Là aussi, si vous voulez voir si vous avez fait un bon travail de recherche, de mémoire, qui suit un fil directeur progressif et logique, partez de l'introduction, lisez les transitions, les chapeaux et la conclusion. Si tout ça vous semble cohérent et logique, c'est que vous avez fait un bon travail qui répond à une problématique. Voilà. Ce que je voudrais aussi dire, pour terminer, deux choses. Tout d'abord sur les citations.
Les citations, j'ai oublié de le dire, ça doit être entre guillemets. Bon, ça, j'imagine que vous le saviez déjà. La citation est entre guillemets et les citations se terminent toujours par un appel à une note de bas de page. Après chaque citation, vous devez renseigner la source de la citation. D'accord ? Et ne pas le faire est équivalent à ce qu'on appelle du plagiat. D'accord ? Voilà. Et l'autre point, dernier point, c'est la bibliographie. La bibliographie, là aussi, c'est une pièce maîtresse de votre travail, de mémoire ou de thèse. Et je vous le disais, la bibliographie a pour objet, quelque part, de fixer l'état de l'art. C'est-à-dire que vous allez rédiger un sujet, un mémoire ou une thèse sur un sujet. Mais en fait, c'est un traitement parmi tous les autres que vous allez produire dans la bibliographie. Dans la bibliographie, en France, alors là, je sais qu'il y a deux écoles, mais moi, on m'a toujours enseigné, et là, vous contredisez les personnes, madame, si vraiment on vous enseigne autre chose, mais dans la bibliographie, on ne peut trouver que les sources que l'on a mis en note de bas de page. Vous ne pouvez pas mettre des sources que vous n'avez pas lues et que vous n'avez pas exploitées dans vos notes de bas de page. D'accord ? Ça veut dire que peut-être que vous allez lire plus de travaux que vous n'allez en mettre en bibliographie. Il y a des travaux que vous aurez lus, qui vous ont été peut-être très intéressants, mais que vous n'aurez pas traités, que vous n'aurez pas exploités dans votre travail de recherche. Ça fait partie de la frustration de la recherche. Et puis, autre point fondamental, c'est que la bibliographie, elle doit être organisée. Elle aussi, la bibliographie, elle répond à un plan. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez des sources qui sont très nombreuses parfois, un travail de thèse notamment, imaginez, des sources très nombreuses et des sources de nature différentes, on le disait, ne serait-ce que la norme, la jurisprudence, la doctrine. Et en réalité, ce n'est pas tellement là-dessus que se porte l'organisation du travail bibliographique. C'est dans les références doctrinales que vous allez devoir organiser les sources. C'est-à-dire que dans ces références doctrinales, vous allez avoir, je le disais aussi tout à l'heure, des ouvrages, c'est-à-dire des manuels, parfois des monographies, c'est-à-dire des actes de colloque. Et vous voyez ça, déjà, vous pouvez faire des catégories différentes. Vous allez avoir des articles, vous allez avoir des rapports, et parfois vous allez avoir ce qu'on appelle des notes de jurisprudence. Ce sont des articles produits par la doctrine et qui ne font que commenter une jurisprudence très précisément. Et donc, voilà, la bibliographie, elle doit être organisée, ça c'est fondamental quand vous faites un travail comme celui-ci. Souvent, sauf si le sujet s'y prête. Et donc là, il faut faire preuve encore une fois de souplesse, mais très souvent, eh bien, on ne produit pas de table légale, c'est-à-dire que la bibliographie n'intègre pas les normes que vous exploitez. Ça, de toute façon, c'est dans l'introduction, c'est dans le cœur de votre sujet. Donc, voilà. Et on ne fait que très peu, très rarement de table de jurisprudence, sauf si vous avez véritablement un sujet qui se fonde sur un droit très jurisprudentiel et que vous avez énormément exploité la jurisprudence, là, peut-être des tables de jurisprudence sont nécessaires. Voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes pour ce qui est du travail de méthodologie de la recherche. Je pourrais répondre à vos questions comme vous le souhaitez, mais alors je voudrais juste, ce sera le mot de la fin, dire une chose, c'est qu'on a aussi des exigences en termes de présentation des notes de bas de page. C'est-à-dire qu'il y a un ordre et qu'il y a des polices différentes, en tout cas des formes différentes dans les éléments que vous mettez dans les notes de bas de page. Et là aussi, on aurait pu passer quelques minutes. Mais si ça vous intéresse, de toute façon, vous pouvez trouver absolument tous ces détails sur les guides de référencement bibliographique sur Internet. C'est pas compliqué, et quoi qu'il arrive, on vous l'enseignera quand vous viendrez faire vos études en France, si besoin. Je vous remercie. Merci. أيضا نضيف يعني كلمة أخيرة قبل لا نختتم محاضرة اليوم فيما يتعلق بإشكالية البحث. دائما يواجهونها الطلبة الإشكالية الحقيقية في البحث في كتابة رسالة الماجستير بأن هي تساؤل يفترض أن يكون الباحث أعلم من مشرفه فيه، لأنه هو الباحث في هذه النقطة. المشرف يعلم معلومات عديدة، يعني هو بالنهاية أستاذ جامعي فعنده معلومات كثيرة، لكن إشكالية البحث هي ليست معلومة وإنما هو استنتاج. لذلك يعني هي من ضمن المعلومات التي قيلت لي كان مشرفي في الرسالة وموجودة الآن، بأن أنت أعلم مني في رسالتك وأنت أعلم مني في إشكالية بحثك. لذلك
في الرسالة يجب ألا تكون متضمنة مجموعة من المعلومات أنا أستطيع لوحدي أن أجدها بكل سهولة في الكتب، لأن في هذه الحالة لن تكون سوى تجميع لمصادر المعلومات، ولكن الرسالة الحقيقية يجب أن تتضمن إشكالية هدفها أو غايتها الأخيرة تبيان استنتاجية الطالب لحل معضلة قانونية، سواء قصور، سواء مشكلة في التفسير، سواء مشكلة في التطبيق إلى آخره. هل في سؤال بالنسبة لحضراتكم أو للدكتور بيير فيما يتعلق في مناهج البحث؟ في سؤال أحد يحب يطرحه؟ شكرا جزيلا لكم. أيضا نشكر في هذه المناسبة أن المترجم هو أحد معيدين البعثة لدينا في قسم القانون الجزائي، وهو طالب دكتوراه في القانون الجزائي، فالشكر موصول له. احنا دائما نستغل طلبتنا في كل الجوانب، حتى في الترجمة نضعهم أيضا مترجمين. ولكن هذه جزء من استعراض القدرات عندنا لبعض الكفاءات الطلابية الموجودة عندنا، واللي هم ايضا راح يكونوا زملاء ان شاء الله لنا عما قريب. فشكرا لكم. ميرسي مسيو البروفيسور. شكرا جزيلا.